Donc, je m'appelle Stéphane Labranche. Je me considère comme un climatologue de la société. J'étudie beaucoup les relations en fait entre climat et société, à la fois la société comme cause du changement climatique, mais aussi les impacts que le changement climatique va avoir sur nos sociétés, les efforts pour s'adapter, et puis les efforts pour diminuer les gaz à effet de serre aussi. Voilà. Alors pour moi, l'environnement, en fait, c'est pas la nature, c'est pas l'écologie. Pour moi, la nature, c'est ce qui existerait sans les humains. Et l'environnement, c'est tout ce qui existe en fait en relation entre nature et les humains. Ce qui veut dire qu'il ne reste pratiquement pas d'endroit sur la planète qui est naturel, tout est environnement. Et puis finalement, pour moi, l'écologie, c'est l'étude de ces interactions entre humains et nature en fait. Alors, pour expliquer, rapidement, hein, le changement climatique, en fait, est provoqué par l'augmentation de certains gaz à effet de serre qui sont naturels non, dans l'atmosphère et qui permettent en fait à la Terre de garder une certaine température qui est plutôt agréable et qui supporte la vie telle qu'on la connaît. Le changement climatique en ce moment, il est provoqué par nos activités humaines, en partie parce qu'on a coupé pas mal de forêts, qui est un absorbeur de gaz à effet de serre naturel, et ensuite aussi parce qu'on brûle beaucoup d'énergie fossile qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Et donc on est en train de changer un peu l'équilibre. Et l'idée donc avec la COP 21 en ce moment à Paris, c'est d'essayer de limiter l'augmentation de la température à plus de degrés. Voilà. Sauf qu'on y est presque sur la terre ferme en fait. Donc ça pose problème. Pourquoi c'est important? Fouf. De manière très égoïste, parce qu'en en fait, si on ne fait pas gaffe à ce qu'on fait avec l'environnement en matière générale en termes de pollution et d'extraction des ressources naturelles, puis qu'on ne fait pas gaffe non plus à ce qu'on fait avec le changement climatique, on va se retrouver avec des impacts très négatifs, sérieux, sur nos quotidiens, sur notre confort, notre qualité de vie. Nous, dans les pays riches, on va moins le sentir parce qu'on a les meilleures infrastructures, on a les meilleures connaissances scientifiques et techniques, on a les meilleures capacités d'adaptation, d'organisation. Dans les pays du tiers-monde, on commence déjà à ressentir les effets du changement climatique sur le quotidien, notamment là où il y a des périodes, par exemple, des régions où il ne pleut pas assez, eh ben, il va encore pleuvoir moins. Là où il y a des catastrophes naturelles, il va en avoir encore plus. Et là où il pleut trop, il va y avoir encore plus de pluie. Donc, ce qui peut créer en fait des problèmes de production agricole, des problèmes de santé, etc. etc. Ça, c'est juste ce qui se passe en ce moment. Donc, si on continue à émettre et qu'on augmente la température à genre plus 3 par rapport à l'ère industrielle, pré-industrielle, ben là, on va se retrouver avec des impacts qui vont être quand même assez sérieux. Et ça, c'est au niveau, j'ai dit égoïste parce que c'est au niveau de nos activités, de nous, espèces humaines. Mais il y a aussi toute la question de la biodiversité, le corail qui peut commencer à mourir. Euh, à long terme, la question de biodiversité va poser problème. Si on est capable, mais en ce moment, on a de la difficulté à savoir si c'est bon ou pas bon à court terme sur la biodiversité. Par exemple, dans l'embouchure de la Méditerranée, dans le détroit, on se rend compte que plus que des prédateurs qui arrivent, en fait, qui n'étaient pas là avant, mais ces prédateurs-là suivent des proies. Donc, on se retrouve avec une plus grande biodiversité au niveau local. Mais quand on regarde ce qui se passe en termes environnementaux avec la coupe de la forêt amazonienne, des forêts tropicales, on se retrouve avec un vrai impact très négatif sur la biodiversité, avec une perte très rapide. Certains parlent même d'une extinction de masse, la sixième de l'histoire de la planète, et qui serait pour la première fois provoquée par une des espèces de la Terre, c'est-à-dire nous. Il y a des grandes différences de perception dans les régions du monde hein, sur le changement climatique, mais sur l'environnement. Euh, je ne veux pas être méchant, mais c'est pas de la méchanceté, mais l'environnement, c'est une préoccupation des classes riches. Dans le sens que pour être capable de se préoccuper de quelque chose qui va se passer dans 10, 15 ans, qui ne m'affecte pas au quotidien, faut avoir de quoi se nourrir au quotidien sans avoir à s'en préoccuper, quoi. Alors que dans les pays du tiers-monde, dans beaucoup de régions, pour beaucoup de gens, euh, savoir si on va manger dans 3 4 jours est une question. Donc non, l'environnement, c'est pas ma préoccupation et c'est très compréhensible, quoi. Ensuite, au niveau plus global ou macro,
C'est la même idée, hein. Mais les pays du tiers-monde, de manière générale, quand on leur demande de faire du développement propre qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, eux, ils disent bien sûr que je veux bien, mais en attendant, moi, j'ai quand même des besoins de base à- à respecter, à tenter de respecter. J'ai des gens qui ont besoin de bouffer, j'ai des gens qui ont besoin d'eau propre. Et donc, moi, je veux bien me développer de manière propre, mais vous allez devoir nous aider à le faire de manière autre que ce que vous avez fait avec l'ère industrielle et que ce qu'on fait depuis des années avec les énergies fossiles, par exemple. Donc, et donc, une partie, en fait, des débats à la COP 21 sur la négociation internationale sur le changement climatique. Et c'est là-dessus, hein. C'est-à-dire que les pays du tiers-monde veulent bien lutter contre le changement climatique, mais ils ont besoin d'aide pour se développer. C'est pas la préoccupation des pays riches. En fait, une ressource naturelle, c'est ce dont on a besoin pour produire autre chose. Et donc, en fait, une ressource naturelle peut très bien devenir caduque ou inintéressante parce qu'en fait, on passe à une autre demande, une autre consommation. Euh, mais là, pour le moment, l'essentiel des ressources naturelles, ben, bien entendu, il y a tout ce qu'il faut pour se nourrir, l'alimentation, l'agriculture. Mais par ressources naturelles, le grand problème en ce moment, il est beaucoup plus celui de l'énergie que d'autres choses. Donc, les ressources naturelles pétrolières, c'est naturel, c'est dans le pétrole, c'est sur la terre. Aller l'exploiter, le brûler, etc., ben, provoque en fait des effets de la pollution locale. Les sables bitumineux en Alberta sont particulièrement polluants au niveau local et en plus grandement émetteurs de gaz à effet de serre. Euh, c'est la même chose pour les autres. Ressources naturelles, c'est bien beau, le charbon. Le charbon, c'est la même chose, on en a besoin encore dans certains pays pour l'électricité, pour l'énergie. Sauf qu'en termes de pollution locale sur la santé, etc., pulmonaire, respiration, c'est catastrophique et très grandement émetteur de gaz à effet de serre aussi. Donc, mais pour moi, toute la question tourne autour de l'énergie. Euh, on a besoin d'énergie pour construire un hôpital, certes. On a besoin d'énergie pour que l'hôpital fonctionne, pour recevoir des patients, pour les guérir. On a besoin d'énergie pour construire une école. Mais si une école n'a pas de lumière à partir de certaines heures, parce qu'on est en Afrique, ça veut dire que les enfants ne peuvent pas y être non plus. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc l'énergie est devenue, et c'est le nerf de la guerre du climat, mais de l'environnement en général aussi. Et donc, toute la question qui se pose, c'est une question de civilisation, en fait. C'est comment passer à d'autres formes d'énergie qui ne polluent pas et qui permettent de gagner en qualité de vie, les conditions de base de vie dans les pays du tiers-monde. Et puis, pour nous, on espère en tout cas continuer à avoir notre qualité de vie et notre mode de vie. Ça, j'y crois pas trop. Il va falloir arrêter de faire des bêtises un jour, mais voilà. Alors, la perception de l'environnement, du climat et la perception des ressources naturelles, je pense, on peut les regrouper tout ensemble. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru que l'énergie, que les ressources naturelles étaient infinies. On allait pouvoir puiser autant qu'on voulait, faire ce qu'on voulait avec, et produire autant de déchets qu'on voulait parce que la Terre allait tout absorber. Et là, depuis les années 60 environ, on commence à se rendre compte que ce n'est pas vrai, pas juste au niveau local, mais que globalement, l'écosystème global n'est pas capable de fournir autant de ressources naturelles qu'on en a besoin pour fonctionner comme on le fonctionne en ce moment, et puis qu'elle n'est pas capable non plus d'absorber tous les déchets qu'on peut produire. Donc, en fait, s'il y a un changement dans la mentalité, je parle de mentalité, je ne parle pas dans les pratiques ni dans nos modes de civilisation, hein, mais dans les mentalités, c'est qu'on commence à réaliser que, un, les ressources naturelles ne sont pas infinies, qu'il n'y a pas une autre planète juste à côté pour qu'on puisse aller en chercher, et qu'ensuite, ben, il y a une capacité très finie, limitée de la Terre à absorber tous les déchets qu'on peut produire. Puis par déchets, je ne veux pas juste dire le papier et le plastique, je parle aussi de la pollution, les gaz, les produits liquides, les chimies, produits chimiques, etc. C'est tout ça en même temps. La Terre peut absorber une certaine quantité, mais pas la quantité qu'on produit en ce moment. Et donc le grand changement, il est là en fait. Et le grand changement, il est très très profond parce que ça veut dire que d'un certain côté, on est en train de prendre conscience qu'on est intégré à la nature, mais qu'on en est aussi un acteur assez important. On est intégré dans la nature, on en dépend, mais on peut la bousiller complètement aussi. Donc éventuellement, je ne sais pas quand ça va se faire, mais s'il y a un changement de mentalité en profondeur, c'est qu'un jour, on va s'en rendre compte, on va commencer peut-être à agir plus selon cette conception-là que sur l'ancienne.
Alors, sur la question de ce qu'on peut faire, hein, l'engagement citoyen et tout, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire que les gens sont prêts à le faire, hein. Je suis un petit peu plus... en fait, je travaille en sociologie, j'essaie de comprendre les freins et les obstacles au changement. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup d'obstacles au frein au changement. Mais ces obstacles ne sont pas d'ordre je suis pas d'accord ou idéologique, c'est beaucoup plus de l'ordre de la contrainte quotidienne. Le fait de ne pas avoir de temps, le fait de devoir se déplacer, le fait de travailler. C'est énorme comme contrainte logistique quotidienne qui fait que oui, on aimerait bien que, mais franchement, pas trop d'efforts s'il vous plaît non plus. La vie est assez prenante, c'est fatigant, etc., etc. Donc il est là, mais on voit quand même des choses qui se passent. En termes de politique publique au niveau territorial, on voit de plus en plus d'efforts pour avoir des bâtiments, par exemple, efficaces en énergie. On voit des efforts aussi pour aller dans le sens d'une économie en circuit court, fermé, plus territorial. Donc, une compagnie va prendre du bois et puis faire quelque chose avec, et les déchets vont devenir la ressource d'une autre compagnie qui va être capable de, etc., etc. Donc, plus travailler comme ça. Ce sont des solutions. Il y a des gens qui s'impliquent, et je vais faire pas de la pub, mais bon, dans un défi qui s'appelle le défi famille énergie positive, qui vise en fait à- à diminuer la consommation d'énergie. L'objectif, c'est de moins 8% sur une saison de chauffe par des individus. L'objectif qui est atteint, en fait, est de 15%. Moins de 15% et seulement par des changements de comportement. Donc, pas droit aux grands travaux. Mais ça aussi, ça se fait les collectivités territoriales, l'Europe et puis aussi l'État français offre de plus en plus des moyens financiers euh, de faire de rénovation de l'ancien bâtiment pour mettre de l'isolation par l'extérieur, mettre des bonnes fenêtres, etc., qui ont un impact assez important, jusqu'à 30-40% de réduction sur la consommation d'énergie. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Ensuite, pour les jeunes, c'est la question de l'éducation. Quand on compare à il y a quelques années, il y a quand même plus d'éléments sur l'environnement et la nature au primaire, par exemple. Mais est-ce que ça reste? Est-ce que c'est transformé en geste par les enfants? Je ne sais pas encore. Faut voir. Euh, c'est sûr que mon enfant évolue dans une société où on parle plus de changement climatique qu'avant, par exemple. Ça devient la question du 21e siècle, que quand moi j'ai grandi, ça c'est clair. Mais ensuite, chaque individu est né et il fonctionne dans une société qui n'est pas nécessairement compatible avec une société post-carbone. Donc, c'est pas toujours facile de concilier les deux. Il y a vraiment vraiment des différences. Même pour les gens qui veulent faire, on peut faire. Il y a des choses qui sont très difficiles.